Bien, et ben, je pense qu'on peut y aller. Alors, l'enregistrement a démarré. C'est bon. Bonjour à tous, merci d'être présents dans cette journée du 2 juin, journée de sensibilisation internationale aux troubles des conduites alimentaires, dans lequel la Fondation Santé des étudiants de France a souhaité prendre une part active en organisant cette table ronde. Nous allons aujourd'hui parler de la prise en charge des personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires dans le cadre de la Fondation, d'un accompagnement spécialisé vers les soins études. Je vais tout d'abord me permettre de vous rappeler un petit peu, les conditions, d'accueil, géographiques de la fondation, puisque la Fondation Santé des étudiants de France qui donc, propose à la fois des soins et un accompagnement, des études par du personnel de l'éducation nationale, dispose de différents lieux de soins qui sont répartis dans toute la France au travers de 13 cliniques sanitaires et de 13 autres structures médico-sociales. Les soins proposés sont proposés soit, en hospitalisation temps plein, soit en hôpital de jour, soit en accompagnement ambulatoire. Nous avons 6 cliniques qui se trouvent en Île-de-France et 7 qui sont réparties en régions, qui sont présentes sur cette, diapositive et qui accueillent, des personnes présentant des problèmes de santé qui peuvent être d'ordre médical, en soins de suite et réadaptation, ou qui sont des problématiques avec des troubles psychiatriques ou des difficultés psychologiques dans des services de psychiatrie. Nous avons aujourd'hui le plaisir, autour de cette table ronde, mais nous ferons une présentation individuelle de chacun des intervenants, d'avoir des représentants de cliniques répartis sur l'ensemble de la France, puisque nous avons des personnes qui viennent de la clinique Fondation de Grenoble, d'autres de Neufmoutier-en-Brie. La clinique de Varennes-Jarcy ne sera pas représentée, mais accueille aussi des personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires, de même que la clinique de Vence. Nous aurons autour de la table des personnes donc de la clinique FSF Paris 16 et je représente cette clinique, des personnes qui, viennent aussi de la clinique de Sablé et de la clinique de Sceaux. J'espère n'avoir oublié personne dans mon tour de table. Les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires sont accueillies pour des approches spécialisées dans les services de médecine de l'adolescent qui sont présents à Grenoble, Neufmoutier, Varennes et Vence. Et dans des services de psychiatrie, dans des unités de jour, une unité de jour qui est ouverte à Paris 16 et une unité de jour qui va ouvrir sur Grenoble, et sont pris en charge aussi dans des unités soins-études de psychiatrie qui ont une approche plus généraliste. Et nous vous expliquerons au fil de la présentation les conditions d'accueil et les soins qui sont proposés. Donc, nous avons aujourd'hui des gens autour de la table qui viennent de, je l'ai dit, mais je le répète avec une petite carte géographique, de Sablé, de Paris 16, de Sceaux, de Grenoble et de Neufmoutier, et peut-être une collègue qui nous rejoindra de Rennes, mais elle avait des soucis de disponibilité. Vous pourrez... Nathalie, Oui, oui, Philippe Leban, coordinateur d'accord. paramédical de Rennes-Beaulieu. Donc, je représente la clinique FSF Rennes-Beaulieu. Extraordinaire. Merci beaucoup, Si. Philippe, de nous avoir rejoints. Et vous pouvez trouver des informations sur les activités de médecine de l'adolescent de la Fondation dans une brochure qui est disponible sur le site internet à cet effet et sur l'offre en santé mentale de la même façon en cliquant les liens qui sont sur ces diapositives qu'on peut vous faire parvenir. Donc, nous avons aussi une offre, je vous l'ai dit, spécialisée à Paris 16 avec un hôpital le jour, une offre au niveau d'un BAPU. Les BAPU sont les bureaux d'aide psychologique universitaire qui se nomme le BAPU, le CAMU, pardon, à Strasbourg, je bafouille, je suis désolée, et une offre de consultation qui est située à Paris 16, spécialisée sur les troubles des conduites alimentaires, mais aussi en médecine de l'adolescent, portée par la professeure Chantal Stenner. Ce que je vous propose autour de cette table ronde, après cette présentation générale, c'est que les équipes qui sont présentes puissent se présenter en expliquant quelle est leur clinique, en présentant leur service d'accueil et l'offre de soins qu'ils ont pour les jeunes
qui présentent des troubles des conduites alimentaires, avec les grandes lignes du projet de soins, et puis quelques indications sur le nombre de jeunes accueillis, leur âge. Et puis, nous pourrons ensuite, dans une deuxième partie de cette table ronde, répondre aux questions des participants, et je propose que nous puissions commencer tout à fait maintenant le tour de table. Je suis en train d'éteindre le partage pour que vous puissiez aussi avoir un regard visuel sur les intervenants. Donc, je propose que nous puissions commencer par les équipes entre guillemets spécialisées. Je vais commencer par vous parler brièvement de l'hôpital de jour et de la consultation que je coordonne, et je passerai progressivement la parole à mes collègues. En 2019, nous avons ouvert à Paris 16 un hôpital de jour qui est spécialisé sur la prise en charge des jeunes souffrant de troubles des conduites alimentaires, plutôt les jeunes souffrant d'anorexie mentale, qui est une alternative à l'hospitalisation et qui propose d'accueillir des jeunes entre 12 ans et 18 ans pour une prise en charge intensive, 5 jours sur 7, associant une prise en charge en soins avec une prise en charge multidisciplinaire, médicale et psychiatrique, associée à la poursuite des études ajustées en quantité à l'état clinique des patients. Cette structure, elle est innovante puisqu'en fait, c'est la première structure intensive soins-études proposant d'accueillir des jeunes en situation aiguë et qui propose à ces jeunes un accompagnement qui est d'une durée de plusieurs mois selon leurs besoins. Cette structure a reçu depuis son ouverture en 2019 plus de 250 demandes, a accueilli à peu près 120 patients et travaille dans le cadre du réseau TCA francilien dans une collaboration pour construire des parcours de soins des patients qui sont des parcours de soins qui vont de l'ambulatoire à l'hospitalisation. Je vais demander aux personnes qui nous rejoignent de pouvoir éteindre leur micro, s'il vous plaît, parce qu'on a un bruit de son qui est un petit peu compliqué. Merci beaucoup. Donc, cette structure, elle a été ouverte dans le cadre du développement d'une activité hospitalo-universitaire à la Fondation, qu'a rejoint la professeure Chantal Stenner, qui développe elle-même une activité de consultation et une activité ambulatoire autour des troubles des conduites alimentaires, et en particulier en élargissant cette offre à l'hyperphagie boulimique à l'adolescence. Et donc, notre structure se développe progressivement et s'est adjoint une consultation et une thérapie familiale et multifamiliale qui est portée par le docteur Perdereau, alors que l'hôpital de jour est porté par le docteur Bréant. Voilà, j'ai fait un panorama de notre offre. Je vais passer progressivement la parole à chacun de mes collègues. Je propose dans la même lignée de l'hôpital de jour que Madame Prost-Lehmann peut-être puisse, elle, présenter le projet de structure qui va ouvrir prochainement à Grenoble. Et puis ensuite, je passerai progressivement la parole aux différents services de médecine de l'adolescent, puis aux soins études. Christelle, peut-être je peux vous passer la parole? Oui, tout à fait, merci. Donc, Christelle Prost-Lehmann, je suis pédopsychiatre à la clinique de Grenoble-La Tronche et je suis arrivée à la clinique il y a 3 ans avec ce projet de construire un hôpital de jour pour adolescents souffrant de troubles des conduites alimentaires. Donc, on a bien avancé au cours des dernières années puisqu'on a des perspectives assez concrètes d'ouverture de cette structure pour le mois de novembre 2023. Donc, cet hôpital de jour, comme vous a dit le professeur Nathalie Godard, va être une unité de jour, mais proposant des soins intensifs pluriprofessionnels avec des axes de soins sur le plan psychique, donc psychiatrique, psychologique, psychomoteur, art-thérapie aux jeunes en parallèle de soins somatiques, donc avec un médecin nutritionniste, diététicien, et puis bien sûr des équipes soignantes qui seront là pour accompagner tous nos jeunes au cours de la journée. On a eu bien sûr beaucoup d'échanges avec l'équipe de RIST dans la construction de ce projet et on a pris les bases solides qui étaient déjà implantées à l'hôpital de jour de RIST pour construire le modèle qui va être celui de Grenoble.
Un petit éclairage pour les personnes qui nous ont rejoints. Nous avons renommé les cliniques en fonction de leur ville. Clinique FSEF Paris 16, qui en fait Oui, était pardon. anciennement la clinique Édouard Rist, mais qui, pour nos correspondants, est connue aussi sous ce nom. Merci pour cette présentation. J'ajouterai aussi que vous avez obtenu en fait un financement national pour développer Oui. cette structure. Peut-être on va continuer géographiquement dans la lignée grenobloise avec Madame Sansonetti. Claudine, est-ce que vous voulez décrire un peu votre prise en charge et le contexte dans lequel vous intervenez? Oui, bonjour à tous. Merci de cette réunion très intéressante aujourd'hui qui nous permet de présenter nos activités. Effectivement, je suis chef de service pédiatre d'une unité de médecine de l'adolescent de 20 lits. Et au sein de ces 20 lits, nous avons 10 lits qui sont dédiés à l'accueil des jeunes filles anorexiques mentales. C'est une offre de soins que nous avons développée depuis les années 2008 en spécifiant 5 lits dédiés et j'ai doublé la capacité en 2018 puisqu'il y avait une demande forte de notre CHU. La montée en charge a été progressive. Nous avons même majoré la capacité d'accueil tout récemment à 12 lits pour répondre à une demande de l'ARS de fluidification de la filière. Alors, je suis accompagnée d'une équipe pluriprofessionnelle, une pédopsychiatre qui est Christelle et qui m'accompagne encore actuellement, un médecin généraliste qui a une compétence en nutrition, une équipe infirmière qui travaille en 12 heures, des diététiciennes, des kinés, des enseignants en activité physique adaptée. J'ai également des psychologues et l'aide d'une ergothérapeute du pôle psy qui nous accompagne pour certaines de nos patientes. Donc, cette équipe pluriprofessionnelle propose des projets de type soins-études. Nous avons à la clinique une représentation importante et intéressante de l'équipe pédagogique, avec, en ce qui nous concerne, une coordinatrice enseignante qui nous est dédiée pour l'organisation de ces soins-études. Actuellement, nous accueillons des jeunes âgés de 14 à 20 ans maximum. La demande est importante et plutôt centrée vers les plus jeunes. Ces jeunes sont accueillis sur le plan pédagogique entre des classes de 3e jusqu'à la terminale, voire la licence en faculté. Nous accueillons en moyenne par an une trentaine de patientes avec des durées moyennes de séjour de l'ordre de 4 mois. Les patientes arrivent chez nous lorsqu'elles ont un critère de dénutrition important, des nutritions marquées et une perte d'autonomie par rapport à l'alimentation orale. Notre recrutement est régional, sur l'arc alpin essentiellement, donc majorité pour l'Isère, mais également Savoie-Haute-Savoie, où il n'y a pas de lit d'accueil dédié. Et nous sommes en lien fort au sein de la clinique avec les équipes du pôle psychiatrique dont le docteur Barna nous parlera tout à l'heure, pour fluidifier la filière en interne, mais également en externe avec le centre référent TCA qui est au CHU de Grenoble et nos collègues des unités de pédiatrie ou de pédopsychiatrie du CHU. Voilà, pour résumer très rapidement notre activité actuelle. Merci beaucoup, Claudine. C'était un challenge. Je pense qu'on va garder la dernière composante grenobloise pour proposer à Kaline de parler après avec les soins-études. Je propose que nous nous déplacions géographiquement pour aller à Neufmoutier-en-Brie. Est-ce que, Agathe, vous voulez Oui, bonjour. présenter Donc, les bonjour choses? à tous. Donc, effectivement, nous sommes passés de la montagne à Mickey. Donc, moi, je suis le docteur Bassi Agathe, je suis pédiatre et je suis chef de service de la médecine de l'adolescent, donc de la clinique FSEF de Neufmoutier-en-Brie, donc qui est dans le 77, et effectivement pour situer pas très loin de Disney. Donc en fait, nous, on a une unité de 20 lits qui n'est pas spécifiquement dédiée aux jeunes présentant des TCA, puisqu'on a une mixité des maladies dans notre unité. Après, on a en moyenne, on essaye de pas dépasser un nombre de jeunes souffrant de TCA autour de 5 et 6, parce que c'est après compliqué au niveau aussi de la gestion dans le service. Donc je travaille à mes côtés avec donc un médecin généraliste, le docteur Parenti, qui a un DU en TCA,
une psychiatre, docteur Clerget, et une équipe multidisciplinaire également avec donc psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, diététicien, enseignant en activité physique adaptée, et puis un plateau technique qui est développé avec kiné, puisque l'établissement de Neufmoutier-en-Brie est un grand établissement où il y a de la médecine de l'adolescent, mais également plusieurs services de psychiatrie et un service de MPR assez développé. C'est un établissement assez complet. Et donc, nous avons également, ces jeunes viennent pour un séjour soins-études, puisqu'on a également une scolarité sur site de la 6e à la terminale, avec possibilité même d'accueillir un peu des plus jeunes, puisqu'on a une unité d'enseignement adapté avec donc des instituteurs. Au niveau donc du travail, donc on accueille des jeunes qui peuvent être parfois très dénutris, puisqu'on a la possibilité de poser des sondes nasogastriques aussi, de faire tout un travail de renutrition. Après, donc l'idée c'est de faire un travail multidisciplinaire avec des soins à la fois somatiques, bien sûr, un suivi diététique, et puis toute une approche psychologique avec beaucoup d'ateliers de médiation en groupe ou individuel. Voilà. En termes de recrutement, donc au départ, c'était essentiellement régional. Et au fil du temps, ben, on est de plus en plus amené à prendre des jeunes qui viennent parfois de Rouen, de Reims, voilà, même des fois de Marseille. On a eu des demandes, ce qui rend le travail quand même un peu plus difficile, puisqu'on a aussi un travail familial qu'on mène avec les parents, puisqu'on fait des entretiens familiaux mensuels, et que ça peut être plus difficile quand ils sont à distance. La durée moyenne de séjour, c'est rare que ça dépasse pas 6 mois quand même, parce qu'on a souvent quand même un travail de consolidation après. On travaille avec un contrat de soins où on autorise progressivement différentes... voilà, c'est un contrat de soins basé sur le poids, avec la reprise scolaire, la resocialisation, la participation des parents, etc. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter. Merci, c'était aussi une bonne présentation concise. Je propose qu'on continue notre tour. Tu as On ne appuyé sur vous ton entend micro. plus. Ah, voilà. Nathalie, micro. Excusez-moi, donc je vous remercie pour cette présentation, et je voudrais continuer le tour de France et le tour de nos structures, en sollicitant Monsieur Philippe Leborgne pour qu'il nous présente l'équipe de Rennes, en fait. Oui, alors bonjour à tous. Donc l'équipe de Rennes, plus particulièrement dédiée aux adolescents et notamment aux troubles du comportement alimentaire, s'inscrit dans un service qui est assez récent dans l'établissement. On n'est pas du tout à la même échelle que le service du docteur Bassy, par exemple. Nous sommes beaucoup plus petits. Nous avons une capacité d'accueil de 11 lits en hospitalisation complète, enfin plutôt à la semaine actuellement, et 5 places d'hôpital de jour. Donc pour la prise en charge de patients adolescents souffrant de pathologies chroniques diverses. Et dans ce groupe, donc effectivement, des jeunes patients présentant des troubles du comportement alimentaire versus anorexie. Donc ça représente pour nous un effectif beaucoup plus limité de patients, à peu près entre 3-4 patients présentant ces troubles en file active. Donc avec une équipe composée de 2 médecins pédiatres, un psychologue, des enseignants d'activité physique adaptée, diététiciens, infirmières bien sûr, des éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs. Donc, nous intervenons sur des programmes, là aussi, pluridisciplinaires, avec, bien sûr, l'orientation soins-études grâce à notre antenne pédagogique, qui présente maintenant, et c'est assez récent, un collège dans notre établissement, ainsi qu'un lycée. Le recrutement des patients est essentiellement un recrutement du grand bassin rennais, avec une demande vraiment très très forte, une attente très forte de notre ARS sur cette activité. Nous travaillons en lien direct avec le centre hospitalier universitaire de Rennes, notamment le service de grands enfants. Et nous avons aussi une activité de consultation.
Nous avons un de nos médecins pédiatres qui consulte au CHU et nous avons un volume de consultation assez important au sein de la clinique, tant sur l'obésité que sur l'anorexie. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation aussi concise et précise. Je propose que nous continuions notre tour de table. Excusez-moi, j'ai essayé de répondre dans le chat à une question, donc j'ai essayé de suivre. Donc je reprends le fil. Une personne ne nous entend pas en fait. Et, je pense que le groupe entend, donc je pense que c'est un problème local d'ordinateur. Donc, nous avons fait le tour des structures qui ont un accueil spécialisé. J'espère n'avoir oublié personne. Et ce que je propose, c'est que dans un deuxième temps, nous puissions aussi avoir la présentation des équipes qui sont les équipes de soins-études de psychiatrie, qui n'ont pas une approche de prise en charge spécialisée sur les troubles des conduites alimentaires, mais qui, historiquement, dans la Fondation depuis toujours, accueillent aussi les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires et proposent un accompagnement, mais sans dévoiler complètement les choses, mais dans une étape différente des soins, puisque l'ensemble des équipes que nous avons présentées précédemment accueillent quand même des situations aiguës qui peuvent nécessiter une renutrition par sonde, ils vous l'ont dit, ou un accompagnement intensif en hôpital de jour, qui est une alternative à l'hospitalisation. Les soins études temps plein interviennent dans un autre moment des soins et je propose donc aux collègues des équipes, nous avons 3 équipes qui sont autour de la table, de pouvoir expliciter en détail les choses. Je propose qu'on reparte encore une fois dans les Alpes puisque Grenoble est largement représentée pour que les premiers nous présentent cette activité et puis nous continuerons ce tour de table avec mes autres collègues. Docteur Barna, est-ce que vous voulez bien? Bien. Merci, merci beaucoup Nathalie pour cette invitation. Donc, effectivement, c'est un challenge aussi. Tu nous as dit 3-4 minutes, donc je vais essayer de me tenir à ça. Donc, la clinique dispose d'un pôle psychiatrie qui accueille 120 patients. Donc, nous avons la chance à l'intérieur de la clinique d'avoir à la fois un pôle de soins de suite médicalisés. Donc, nous pouvons figurer parfois un aval de ce service dans des situations plus complexes des patientes qui ont des graves troubles de conduite alimentaire et bientôt en aval ou en amont pour le service Dr Prost-Lehmann, donc l'hôpital de jour intensif. Donc nous avons un agrément de psychiatrie générale, donc toujours le principe d'une pluridisciplinarité. Ce sont les services d'accueil à temps plein, donc on a 60 lits, en hôpital temps plein, 21 lits d'hôpital de semaine et 20 places d'hôpital de jour, donc il y a une graduation aussi des soins. Effectivement, ces patientes arrivent parfois après des situations de marasme importantes, donc c'est un passage très sensible qu'il faut vraiment soutenir, surtout pas banaliser, se rappeler qu'elles ont eu parfois pendant plusieurs mois la sonde nasogastrique et à la fois le fait qu'elles puissent aussi se mêler avec les autres patients, ça permet aussi de les décentrer d'une position maladive parce que le symptôme trouble conduite alimentaire, il est très présent dans le monde adolescent, mais l'intensité maladive, c'est dans certains cas, si vous voulez, mais en tout cas, ça leur permet de découvrir des modalités de repas différentes. On a des repas accompagnés, très rarement des repas seuls dans la chambre, on fait quasiment jamais, accompagnés donc à l'intérieur du service, pas que des patients qui ont des troubles alimentaires, aussi au self de la clinique et progressivement qu'elles puissent arriver progressivement à déplacer un petit peu leurs symptômes prévalents. Alors, il est évident que ça nécessite aussi une culture d'accueil de ces patients de la part des équipes de soins-études, c'est-à-dire avec beaucoup de délicatesse, sans jugement, en sachant que le temps des patients n'est pas toujours le temps des soignants, mais tout de même de soutenir ce passage et effectivement encourager quand même cette étape vers une ouverture et on se rappelle quand même toujours que
une patiente sur deux, il y a quand même guérison sans séquelles, n'est-ce pas? Mais on se rappelle aussi que 10% vont vers la mort et 10-15% vers des modalités plus chroniques, quoi. Donc, tout ce maillage institutionnel a un noble objectif de limiter la chronicité, quelquefois de border parfois des pulsions mortifères qui peuvent se solder parfois par la mort, et aussi de soutenir quand même cette intervention précoce. Donc, nous, en psychiatrie, soins et études, c'est 15-25 ans, mais pour l'hôpital de jour et pour la SS-Med, elles sont plus jeunes. Donc, plus on intervient vite, plus c'est dur, mais plus peut-être la relance, elle est possible. Voilà. Merci beaucoup, Kaline, pour cette présentation rapide aussi. Un challenge pour toi, je le sais. Je propose que nous puissions poursuivre notre tour de France et on va vous amener dans une belle région, à Sablé-sur-Sarthe, où l'équipe est présente en équipe et va pouvoir nous présenter les conditions d'accueil des personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires en soins études temps plein et hôpital de jour, je crois. Bonjour, alors j'espère que vous nous entendez bien. Oui. Alors c'est vrai, on est venu en équipe, nous du coup, on a différents professionnels de la clinique FSEF de Sablé-sur-Sarthe. Moi je suis le docteur Ernoul, je suis psychiatre dans une des unités de cet établissement. Donc effectivement, on propose du soin études sans prise en charge très spécifique des TCA, soit des jeunes de 15 à 25 ans qui arrivent des 19 départements du nord-ouest de la France et qui se répartissent dans différentes unités. On a environ une centaine de lits, essentiellement à temps plein, et puis il y a une dizaine de lits sur l'hôpital de jour. Alors, en concernant la prise en charge des patients qui souffrent de TCA dans l'établissement, on a beaucoup de jeunes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, que ce soit du côté de l'anorexie, que ce soit du côté de la boulimie. Un bon nombre ont eu des antécédents de ce registre-là. Après, sur 2021, 8% de nos patients avaient principal un TCA, et le reste, effectivement, on est sur de la psychiatrie générale ou polyvalente. Concernant les patients qui souffrent d'anorexie, on demande un IMC minimal avec une relative stabilisation, un IMC au-dessus de 15, mais ce qui est aussi important, c'est que le poids puisse se stabiliser un peu et que l'on puisse mettre en place dans notre établissement des soins de post-cure et un contrat de soins, un projet de soins cohérent pour les patients. Alors, on n'utilise pas de sonde nasogastrique. S'il y a besoin de faire ce type d'intervention, il faut que l'on hospitalise, si possible, dans des services de médecine. Et concernant la prise en charge dans notre établissement, je dirais qu'un petit peu tout le personnel, les supports de soins prennent en compte effectivement ce type de problématique. Un peu plus précisément, on a un temps partiel de médecine générale dans notre établissement aux alentours de 50%, qui est aidé notamment par une diététicienne. Et puis ensuite, différents intervenants transversaux, des psychomotriciennes, des neuropsychologues, des animateurs aussi qui font de l'APA, peuvent intervenir au besoin sur les prises en charge des patientes anorexiques ou des autres patients qui souffrent de boulimie. Et je dirais que sur les unités de soins, les infirmiers vont être dans une surveillance du poids, des constantes et dans un accompagnement quotidien de ce type de profil, avec notamment parfois de ce qu'on appelle des repas thérapeutiques, des accompagnements sur des repas pour aider, voilà, on va dire, de se nutrir le plus normalement possible. Et puis, différents soins aussi psychothérapiques qui sont souvent très associés dans ce type de pathologie, que ce soit en individuel ou notre cellule de thérapie familiale. Voilà, ce sera un peu le résumé que j'aurais tendance à faire. S'il y a quelque chose un peu à rajouter. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et notre
tour de table va se terminer, si je n'ai oublié personne, et j'espère que je n'ai oublié personne, par le docteur Olivier Conseil, qui représente l'équipe de la clinique FSEF de Sceaux. Bonjour à tous, je ne suis pas très ancien à la clinique, donc je vais vous donner un regard qui est aussi un peu naïf sur la prise en charge. Peut-être dire que les établissements de la Fondation sont aussi différents par leur inscription territoriale. Sceaux étant en région parisienne où il y a 6 établissements de la Fondation, c'est évidemment pas le même niveau d'implication au sein du territoire que dans des territoires où c'est la seule ressource disponible. Donc, ce qui fait qu'à la fois, nous avons une grande densité de population, une demande qui est importante, mais en même temps, on est en une position d'être vraiment en 2e ou 3e ligne, vraiment dans la post-cure. Ce qui fait que quand on accueille tout type de demande, et en particulier des troubles du comportement alimentaire, mais à un moment de la prise en charge, comme on l'a déjà dit, qui est après l'aigu et après la nécessité de soins plus intensifs. Et l'avantage aussi d'avoir des ressources importantes sur le territoire, même si ça fonctionne parfois en tuyau d'orgue, c'est qu'on peut rechercher les ressources dont on a besoin, les spécialistes dont on a besoin au sein même de la Fondation, c'est-à-dire Sceaux n'est pas très loin de l'hôpital de jour de Nathalie Godard dans le 16e, et puis même le RERB, si vous connaissez le transport en région parisienne, amène très facilement à Sainte-Anne, à l'Institut mutualiste, Montsouris, ou à la Maison des adolescents de Paris. Donc, ça nous oblige vraiment, enfin, et c'est une opportunité et d'une nécessité aussi, on fait une vertu, c'est-à-dire que ça nous oblige à travailler en parcours et donc à nous positionner non pas comme les spécialistes, mais comme des spécialistes des études qui s'appuient sur les ressources existantes autour pour gérer chaque problématique individuellement. Et je rebondis sur ce que disait le docteur Varma, parce que c'est vrai que ça permet, en tout cas, de pouvoir aussi mixer les publics au sein de nos unités de soins et études et d'éviter des contagions du symptôme, des choses comme ça qu'on peut voir quand on spécialise un peu trop une unité dans un type de pathologie. Donc, j'ai quand même un regard là-dessus en tant que coordonnateur médical, puisque je vois passer toutes les demandes, et je suis sensibilisé au fait, ayant une longue expérience de psychiatrie de secteur adulte antérieurement, à l'évolution des demandes et il y a peut-être moins de demandes autour du trouble du comportement alimentaire qu'il n'y a pu y en avoir par le passé, selon le témoignage de mes collègues. Mais en tout cas, les situations qui nous arrivent, en fait, nécessitent et sont en général sont pertinentes. On connaît l'appétence des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire pour les études, mais il s'agit d'y faire entrer une dimension de soins et pas seulement de performance au niveau des études. Et je crois que là, notre côté non spécialiste nous permet d'utiliser des outils généralistes autour du désir d'études et d'un parcours de rétablissement, quitte à aller chercher les ressources spécialisées ailleurs. Je ne sais pas si j'étais claire, Nathalie. Très clair, je vous remercie tous. Vous avez tous relevé le challenge en faisant plutôt 3 minutes que 4 minutes, ce qui va nous laisser un large temps de débat avec l'auditoire ou d'échange entre nous sur ces questions de prise en charge. Est-ce que, alors, vous avez la possibilité ou de mettre un message dans les messages écrits dans le chat ou éventuellement de prendre la parole parce qu'on n'est pas forcément non plus extrêmement nombreux et je pense qu'on peut échanger directement. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question? La première est toujours la plus difficile. Mais ces questions, elles peuvent être aussi croisées entre nos structures, hein, il n'y a pas de problème. Philippe Leborgne, il y aurait juste une remarque après ce tour de table. C'est le constat d'une grande disparité sur le territoire national, justement, en termes de maillage de territoire, de ressources à disposition. Il y a vraiment de très grands écarts d'organisation, de filières, de partenariats entre les différentes régions pour avoir visité les autres établissements de la Fondation et être conscient de la situation en Bretagne, où lorsque notre service s'est implanté, eh bien, nous avons découvert un grand vide dans justement la prise en charge post-cure du patient et de la patiente anorexique. Et ça m'a énormément surpris, vraiment de voir
ces écarts entre les différents territoires de santé. Oui, absolument. Alors, j'ai une autre casquette que celle de médecin de la Fondation. J'ai celle de présidente de la Fédération française anorexie-boulimie, qui a fait un travail collaboratif avec la DGOS pour établir une cartographie de l'offre de soins en France que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site de la FFAB, et qui montre qu'il y a des zones qui sont, merci Kaline, qu'il y a des zones qui sont extrêmement desservies, où il y a très peu de structures. Kaline montrait l'annuaire des structures qui est disponible aussi en ligne et qui vous donne des correspondants par région. Mais malheureusement, il y a certaines régions où il n'y a pas, voire très peu de correspondants. Ça s'explique par comment c'est structuré en fait en France l'offre de soins autour des troubles des conduites alimentaires. Elle s'est structurée sur des positionnements personnels de certains praticiens qui ont développé historiquement ces prises en charge. Ça peut être en fonction des régions des nutritionnistes, dans d'autres régions des pédopsychiatres, dans d'autres régions encore des pédiatres. L'offre qui est la plus dense est celle qui est en région parisienne, mais c'est un peu un leurre, puisqu'en fait, il y a une offre importante en région parisienne, mais elle est tout à fait insuffisante pour la taille de la population en Île-de-France, ce qui fait qu'on n'arrive pas à répondre à la demande. Alors, je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Une première question qui est autour de, je vais mettre des guillemets, hein, mais autour de nos abus de langage, puisqu'en fait, la première question est, vous parlez plutôt de patientes. N'a-t-il que des filles touchées par les TCA? Eh bien non, mais comme nous accueillons beaucoup de personnes qui souffrent d'anorexie mentale et que la proportion de jeunes femmes est 10 fois plus importante dans l'anorexie mentale, nous avons, quand nous parlons de troubles des conduites alimentaires, un raccourci abusif en mettant au féminin. On sait aujourd'hui que les troubles des conduites alimentaires touchent évidemment aussi les hommes. Et quand on parle des troubles des conduites alimentaires, on a beaucoup parlé d'anorexie mentale, mais il faut parler aussi de boulimie et il faut parler d'hyperphagie boulimique. Et je pense que ce dernier trouble, qui est moins connu que les deux autres, est aussi un trouble qui est quasiment avec un sexe ratio qui se rapproche de 1 pour 2. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors, une question que je vais laisser à mes autres collègues. Existe-t-il des structures comme les vôtres dans le sud-ouest? Qui veut répondre? Nous en avons une. Pour se Oui, faire vas-y. l'ambassadeur de l'Air sur l'Adour, donc, Voilà. qui est une clinique qui a tout de même, donc on a rappelé que la fondation elle a eu 100 ans, elle a célébré ses 100 ans là, en mai 2023. Et l'Air sur l'Adour, c'est une structure où il y a quand même un recul d'une quarantaine d'années, si ce n'est pas plus, une cinquantaine d'années de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte. Je crois qu'ils accueillent aussi des collégiens. Il dispose d'une unité post-aiguë, d'un hôpital de jour et des services soins-études. Alors, le coordonnateur Alexandre Arieux n'a pas pu répondre aujourd'hui, mais en tout cas, je crois quand même qu'ils ont aussi un accueil assez consistant en nombre de patients qui ont des graves troubles de conduite alimentaire, qui nécessitent un projet institutionnel. Encore une fois, c'est ce qui fait, c'est l'ancienneté des troubles et leur sévérité qui fait quand même l'indication d'un projet institutionnel, soit étude, quoi. Alors, Air sur Adour, tu as raison, il collabore beaucoup avec l'équipe de Bordeaux et ils accueillent pas mal de patients et ils souhaitent développer cette approche et on a travaillé avec eux pour des formations autour de ces troubles des conduites alimentaires. Nathalie, il y a une main levée. Alors, je ne l'ai pas vue. C'est Peut-être la personne qui... Voilà, Boulila, si elle veut bonjour. bien. Merci. Voilà, en fait, moi, j'ai peut-être un profil un peu différent. Je suis une maman, en fait, d'une jeune fille qui souffre, en fait, d'anorexie mentale. Oui. Déjà, je voulais vous remercier pour votre travail au sein de la FFAB parce que votre annuaire, il m'a beaucoup aidé pour savoir à quelle porte taper parce qu'on se retrouve vite, on se sent vite démuni face à ce type de problématique. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, elle est encore hospitalisée, on va sûrement se tourner là vers un soin études, c'est pour ça que je me connectais. Mais on se rend compte quand même qu'il y a vraiment des difficultés de trouver des places dans les structures. Il y a beaucoup de temps d'attente qui malheureusement peuvent en fait laisser le cas où la maladie finalement s'aggraver. Nous, c'est ce qui s'est passé. Et je me demandais s'il y avait une action, que ce soit au sein de la FSEF ou au sein de
de la fédération donc française, contre l'anorexie et la boulimie, s'il y avait vraiment des actions de plaidoyer, notamment pour alerter, sur, ce manque de place, hein, cette difficulté finalement, pour pouvoir prendre en charge, pour pouvoir faire prendre en charge ces cas. Parce que je pense que le temps, enfin après j'ai que mon cas personnel à évoquer, mais le temps qui est perdu finalement en amont, moi je me rends compte que ça a beaucoup laissé se dégrader la situation et je trouve que la remontée a été plus compliquée et donc voilà, je voulais savoir s'il y avait des actions de plaidoyer, qui étaient faites en fait. Oui, il y en a. La fédération, en collaboration avec la FNA, qui est la Fédération nationale des associations de familles et d'usagers, travaille en collaboration avec la DGES et la DGS et a organisé cette journée nationale pour essayer de faire mieux connaître et d'attirer l'attention des pouvoirs publics aussi sur cette question-là, sachant que nous sommes dans la même situation que j'allais dire que toutes les autres équipes qui travaillent avec tous les troubles psychiatriques actuellement, et nous sommes en déficit de personnel, de structure, etc. Après, on ne va pas seulement donner des choses négatives. Je pense que les choses ont pas mal bougé pour les troubles des conduites alimentaires ces dernières années, avec en post-Covid une prise de conscience de cette difficulté qui s'était aggravée en France, mais à l'international aussi, et des moyens qui ont été donnés par les pouvoirs publics pour développer plus de structures, favoriser la formation. Mais je dirais qu'on a besoin de vous, on a besoin des usagers et on a besoin des associations d'usagers et que pour porter cette voix, je pense que vous êtes très important. Et de rejoindre une association comme la FNA ou comme d'autres associations d'usagers, je pense que c'est très important. D'accord, c'est noté. Merci. Merci pour votre question et votre participation. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas dans le chat, mais peut-être il y a des gens. Alors, je ne vois pas qui lève la main parce que j'ai une mosaïque limitée, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Je vais rebondir un petit peu, laisser les gens se poser des questions et nous les poser. Sur ce que disait Olivier Conseil tout à l'heure, sur la collaboration entre nos équipes le plus spécialisées et des équipes plus généralistes de la Fondation. Je pense qu'actuellement, l'organisation des soins nécessite effectivement, dans certaines situations, en particulier les situations aiguës, un accompagnement qui est très spécifique des troubles des conduites alimentaires et comme l'ont expliqué mes collègues, qui associe des soins somatiques, des soins psychiatriques, une approche nutritionnelle, une approche corporelle et un monitoring de la situation qui est médicalement très dense. Et puis des actions de renutrition ou des actions au niveau des situations de boulimie, de prise en charge qui sont aiguës. Passé cette situation-là, l'apport du soin-études qui apporte une approche globale intégrant les études et des soins psychiques peut être dans un second temps, extrêmement intéressante. Mais comme le disait aussi l'équipe de Sablé, si les jeunes arrivent dans une situation qui est une situation trop aiguë, ils ne peuvent pas bénéficier des soins-études. Voire la situation est même iatrogène, puisque la situation peut s'aggraver et le temps passe et la désinsertion augmente. Donc, je pense qu'il est vraiment important de discuter au niveau des personnes qui demandent des soins-études avec les équipes des soins-études qui examinent les dossiers dans cette compréhension des choses aussi. C'est-à-dire qu'un refus à un moment donné, ça n'est pas forcément un refus catégorique, c'est aussi se prononcer sur le moment des soins et la nécessité des soins. La collaboration qu'on a mise en place sur la région parisienne avec les équipes de soins-études permet effectivement une fois par semaine, en hôpital de jour, d'apporter un soutien supplémentaire à des prises en charge qui seraient un tout petit peu limites pour des jeunes qui auraient la capacité de passer en soins-études, mais seraient toujours un petit peu dans une situation fragile. Et ces collaborations, on les a mises en place de manière, je dirais, ponctuelle, donc avec plusieurs équipes, et ont été extrêmement intéressantes sur les 2 années passées. Alors, je vois qu'il y a des Oui. questions dans le Ouais. chat. Tu veux les lire, Marina? Ouais, alors existe-t-il des journées portes ouvertes ou est-il envisageable de penser des visites et rencontres des structures pour les professionnels? Donc c'est Laura Folio qui pose cette question. Je trouve que c'est une bonne question. Je ne sais pas comment mes collègues veulent y répondre. Je trouve que le Covid nous a un peu, comment dire, figés. Et les portes ouvertes, par exemple, c'est quelque chose qu'on faisait et
qu'on a abandonné, mais c'est une bonne question au niveau de la relance. Je ne sais pas si de relancer ça. Je ne sais pas si nos collègues les font, les maintiennent, les pratiquent. Alors, je devais faire des portes ouvertes pour l'hôpital de jour du service de médecine et le Covid nous a totalement arrêtés dans cet élan. Mais je pense qu'on pourrait réfléchir à des portes ouvertes sur des professionnels qui soient disponibles, je l'espère, ou sinon à des soirées aussi, des soirées où les libéraux seraient peut-être plus disponibles. C'était en tout cas le schéma que je souhaitais mettre en place. Et le centenaire de la Fondation, en fait, va nous amener à nous ouvrir, ne serait-ce que dans ce cadre-là, et à reprendre l'habitude d'accueillir nos partenaires, je pense. Et ça va redémarrer, c'est clair. Moi, je vous remercie de nous avoir posé la question parce que je trouve que ça va nous y inciter. Alors, j'ai une autre question. Si tout le monde a répondu, non? Sablé, peut-être? Oui, bah, je ne sais pas si vous nous entendez bien. J'ai Oui. essayé d'intervenir. En fait, à Sablé, on a relancé des portes ouvertes en novembre dernier, je crois, octobre ou novembre. Et c'est vrai que c'est des journées intéressantes quand on rencontre des partenaires, des équipes qui nous adressent des patients ou qui reprennent des patients en charge dans notre établissement à leur sortie. Et c'est vrai que c'est quelque chose de pertinent pour eux de venir visiter le centre afin de mieux affiner les indications. Puis ça permet aussi de se rencontrer et de faire travailler du mieux possible, on va dire, le réseau de soins. Donc, je pense qu'on devrait peut-être partir sur un rythme d'une porte ouverte, peut-être tous les 2 ans, quelque chose comme ça, ici. Est-ce qu'on passe à la seconde question? Oui. Donc, je vais me permettre de la lire au nom de Monsieur Clément. Donc, ma fille est actuellement hospitalisée à l'Espace Arthur à Marseille. On nous oriente vers un soin-études vers Vence. Que cela peut-il lui apporter et comment la convaincre? Car pour le moment, elle refuse d'en entendre parler. Qui souhaite répondre? Je vais faire une réponse généraliste, parce que c'est une problématique qu'on rencontre pas seulement les troubles du comportement alimentaire. Et je dirais que ce qui précède le soin-études est déjà du soin-études, parce que tout ce travail sur la motivation, sur l'accompagnement, de toute façon, même si ça prend un peu de temps, c'est de toute façon toujours utile pour faire réussir la prise en charge. Et je dirais, il ne suffit pas de faire un dossier pour un service de soins-études pour que ça garantisse la place advenue, même si la personne accepte d'y aller, que ça va bien se passer si ça n'a pas été un peu investi et que la motivation n'a pas été travaillée en amont. Donc je pense qu'il revient aussi à l'équipe adresseuse et on veille à ce que les adresseurs restent toujours partie prenante du parcours en soins-études qui n'est qu'un moment du parcours dont ils sont eux les pilotes. Je pense qu'il faut prendre le temps, travailler, retravailler, mais ce n'est pas du temps perdu puisque c'est du temps qui préparera le soin-études. Nos collègues de Vence ne pouvaient pas être disponibles aujourd'hui, mais sont dans la même lignée de ce que vous avez pu entendre aujourd'hui sur les typologies de prise en charge. Et puis, je pense que l'équipe de l'Espace Arthur, moi, je collabore régulièrement avec le docteur Flora Batt, connaît bien nos structures et si elle se prononce sur un relais vers cette structure, elle va réussir à travailler avec vous et avec votre fille sur comment l'amener à accepter. Et puis, souvent, moi, ce que je travaille, parce que je travaille aussi en ambulatoire avec des jeunes que j'amène vers les structures soins-études, c'est que je pense que faire la demande, ça n'est pas exactement y aller. Et le dossier permet d'entrer sur une liste d'attente et d'aller rencontrer les gens. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne l'engage à rien de faire le dossier. C'est-à-dire que ça lui permettra d'aller voir. Caline? Pour compléter le propos d'Olivier et Nathalie, c'est sûr que ce travail de la demande, parce que c'est un peu pompeux de dire est-ce que là on demande, bon à cet âge-là ils sont pris dans toutes sortes d'ambivalences, il y a ce moment pubertaire qui pour certains c'est un vrai trauma et grandir pour cette génération qui a vécu le Covid, le terrorisme, l'éco-anxiété, etc. Ces troubles sont quand même axés sur l'angoisse d'une perte de
contrôle, de maîtrise. Et c'est pour ça que cette phase préliminaire de préparation à la demande, et parfois, effectivement, il faut se rappeler que bon, quand ils ont 14-15 ans, les parents ont aussi une position parfois qui peut être plus incisive ou plus désespérée, mais en tout cas, je crois que ces patients peuvent parfois être effrayés aussi par le pouvoir qu'ils peuvent exercer sur leur entourage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où effectivement, ils sont dans des positions un peu de terroristes terrorisés. J'ai peur de guérir, j'ai peur de grandir et que effectivement ce travail préliminaire, il prend toute sa place, une approche graduelle. Mais effectivement, en soins-études, on ne peut pas accueillir des patientes moribondes. Et même si elles sont très bien dans leur scolarité, bah, si elles sont moribondes, c'est un non-sens. Donc, il y a tout un parcours qui est parfois long, désespérant, mais ça vaut la peine. D'autres réponses? Alors, il y a une autre question. Y a-t-il des possibilités d'accueil hors secteur? Si oui, comment? Alors, nous ne sommes pas réellement sectorisés. Alors, certaines cliniques accueillent plus dans une région, hein. Les cliniques d'Île-de-France accueillent plutôt sur la région Île-de-France. Tout à l'heure, la clinique de Sablé vous donnait un peu la région dans laquelle ils recrutent. Je pense qu'au cas par cas, mais mes collègues vont pouvoir répondre. Tout à l'heure, le docteur Agathe Bassi expliquait qu'il lui arrive d'accueillir des jeunes qui viennent de région. Je pense que les dossiers sont étudiés au cas par cas. Vous pouvez déjà contacter chacune des cliniques. Vous aurez un accueil téléphonique quand vous faites une demande et vous pourrez essayer d'échanger avec eux pour savoir un petit peu s'il est pertinent ou pas. Ou alors, le médecin qui vous suit peut contacter un des médecins de la clinique pour discuter de cette indication. Et dans certaines situations qui sont effectivement plutôt marginales par rapport aux files actives, il y a des dérogations, entre guillemets, à la région où les jeunes sont accueillis. Mais mes collègues veulent peut-être ajouter quelque chose là-dessus. Pour la région Moi, Auvergne-Rhône-Alpes, vas-y, Agathe. Non, comme je disais tout à l'heure, en fait, donc j'ai présenté Neufmoutier, mais on est un pôle de médecine de l'adolescent également avec la Varenne-Jersey, donc qui n'a pas pu être représenté aujourd'hui. Donc on a un dossier d'admission qui est commun et on n'est pas sectorisé, c'est-à-dire c'est plus facile pour nous de travailler avec des jeunes et des familles qui sont en Île-de-France, mais on arrive à travailler aussi avec des jeunes qui viennent d'autres régions. Voilà. Donc, effectivement, l'idée, c'est de remplir le dossier. On fait toujours une rencontre de toute façon avec le jeune avant l'admission. Et donc, voilà, nous, on n'a pas de sectorisation. Je pense que les sectorisations, c'est plus dans les services de psychiatrie, mais en médecine de l'adolescent, on n'est pas sectorisé. En ce qui concerne Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus raide parce qu'on couvre 13 départements, donc Auvergne est plus défavorisée, il y a plus de déserts médicaux et bon, par rapport à l'anciennement Rhône-Alpes, donc c'est plus sous la forme d'une injonction d'accueillir que sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, on sert de plus en plus sur les départements limitrophes, quoi. Bon, ça facilite pour les parents, tout ça, mais c'est sûr que c'est une vraie question de la fondation qui est implémentée sur 7 régions, je crois, qu'on couvre sur les 13. Donc, c'est sûr que c'est un problème, quoi. Pour la médecine de l'adolescent à Grenoble, j'ai réellement une autorisation qui est régionale, donc je ne vais pas au-delà de la région. Et il y a quand même toujours une difficulté lorsque les parents se situent en Haute-Savoie. C'est plus compliqué pour eux de se rendre disponibles pour les synthèses familiales. Donc, ça demande de leur part une motivation et un engagement quand même plus important. Donc, c'est difficile de prendre des jeunes de hors région. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je pense qu'on peut aussi dire que la Fondation travaille à développer de nouvelles offres, hein. La dernière clinique qui s'est ouverte est celle de Vitry-le-François, qui a ouvert, là, ma mémoire va peut-être me trahir, je pense il y a 4 à 5 années et qui s'est déployée progressivement. Et je pense qu'il y a d'autres projets que je ne peux pas citer parce que les projets sont en cours, mais il y a d'autres projets de développer d'autres établissements dans d'autres régions.
Est-ce qu'il y a une ou deux ultimes questions? Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette table ronde. Je vous ai mis dans le chat la référence du site internet de la Fondation où vous trouverez les éléments que je vous ai donnés, toutes les brochures sur nos différents services. J'aurais voulu vous mettre le PowerPoint, mais on est limité par le Teams, qui n'est pas un Teams interne et on n'arrive pas à joindre des documents. Donc, si vous avez besoin de trouver ces documents, vous les trouverez sur notre site internet. Vous m'envoyez un message et je vous l'enverrai. Donc, Marina Moignan, je vais vous mettre mon mail dans le chat. Est-ce que mes collègues veulent ajouter un mot sur des éléments qu'ils souhaiteraient ajouter par rapport à nos échanges? Bon, bah, il me reste à vous remercier donc pour cette participation tous et puis à vous souhaiter une bonne fin de journée en ce 2 juin où de nombreuses autres activités sont programmées, d'autres tables rondes, en particulier la table ronde de la FAB qui aura lieu à 17h cet après-midi en ligne. Merci à vous tous et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci.